American Airlines. Alors, c'est pas un choix personnel, c'est une demande d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien est dans la description de la vidéo. Au niveau de la Top Newsletter, c'est la même chose. Donc ici, on va faire un tour d'horizon assez rapide. Croissance, stabilité des revenus, croissance des revenus, marge brute stable ou croissante. On a ici une stabilité des marges brutes après la pandémie ici. Rappelez-vous, secteur, c'est une compagnie aérienne, d'accord? Donc la pandémie ici prend ça en considération. C'était un élément exceptionnel. Donc présentement, ces entreprises ont tendance à gagner beaucoup d'argent. N'oubliez pas également que le prix du baril de pétrole influence également ces genres d'entités, positivement comme négativement, mais essentiellement ce sont des price takers. Donc elles ne fixent pas les prix, elles prennent les prix du marché. Et actuellement, ces entreprises-là gagnent beaucoup d'argent parce que les prix, par rapport à la moyenne de ce qu'on a connu ici, les prix des billets d'avion sont très élevés, notamment parce que ces entités-là, ayant perdu énormément d'argent pendant la pandémie, veulent rattraper très rapidement cela. Mais n'oubliez pas, on va avoir tendance à revenir à une certaine réalité. OK? Donc, pour le moment, ici, quand vous regardez une compagnie aérienne comme, c'est pas moi, Air France, etc., n'oubliez jamais de prendre ça en considération. Alors, EBITDA, stable, croissant. Qu'est-ce qu'on a? On a plutôt une stabilité ici. OK, assez correct. On est revenu à des niveaux d'avant pandémie. C'est une bonne chose. Free cash flow, bénéfice net. Est-ce que les deux vont dans le même sens? Je vous mets ça en couleur. En termes de bénéfice net, voici ce qu'on obtient. En termes de free cash flow, n'oubliez pas que la dépense en capital ici est énorme. Voilà ce qu'on obtient. Je peux déjà voir ici que ce n'est pas une entité qui va m'intéresser. Depuis 2000, on prend un exemple, depuis 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Donc entre 2017 et 2022, elle a gagné de l'argent une fois. Si on prend les 10 dernières années, c'est 3 fois. Si on prend les 20 dernières années, on n'est pas également loin. Enfin, c'est une entité qui a fusionné. C'est pas qu'elle existe en bourse depuis 2014, mais voilà, il y a eu plusieurs fusions, acquisitions ici. Donc, je pense que l'entité ici, les datas qu'on a datent de 2013. Donc, on prend les 10 dernières années. C'est pas intéressant. Donc, déjà, à partir d'ici, je sais que c'est un business qui ne mérite même pas une place dans n'importe quelle watchlist. Et encore, dette nette sur EBITDA, inférieur ou égal à 5, qu'est-ce qu'on obtient? On va regarder le ratio dette nette sur EBITDA. On a quelque chose en dessous de 3 fois l'EBITDA. OK, très très bien. Mais n'oubliez pas ici que la dépréciation amortissement est une dépense en capital. D'accord? Et l'entreprise a tendance à dépenser plus qu'elle ne déprécie généralement. Ce qui veut dire ici que c'est un peu compliqué. Donc si je veux évaluer cette compagnie, il y a de fortes chances que je ne l'achète pas par rapport au bénéfice net ici, mais plutôt à la valorisation moyenne ici par rapport aux actifs. Non, par rapport aux revenus. Valeur d'entreprise sur le revenu, c'est ce que je vais peut-être prendre. Et ici, je peux la comparer par rapport aux entreprises dans le même secteur d'activité. Je vais la comparer par rapport à elle-même. Mais déjà, à partir d'ici, s'il vous plaît, n'achetez pas ce type d'entreprise. Une fois les revenus, OK, on a des revenus de combien ici? De 52 milliards. Disons, on va mettre 53 millions, on est gentil, n'est-ce pas? 53 milliards, moins la dette nette du point de vue volume. Et je rappelle ici qu'on rembourse la dette nette avec quoi? On rembourse la dette nette avec des free cash flow. Et ici, les free cash flow sont questionnables. Je ne sais même pas s'ils atteignent 1 milliard. Et encore, est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Donc, si on prend la dette nette sur EBITDA ici, si on prend la valeur d'entreprise sur le revenu à 1, moins la dette nette aux alentours de combien? On a une dette nette aux alentours de 32 milliards. Ça nous donne une valorisation aux alentours de 21 milliards. Donc, on pourrait doubler à partir d'ici. Excusez-moi, mais j'ai du mal à penser que c'est vrai. Hein? C'est compliqué. Attendez, j'ajuste un tout petit peu ça ici. On trouve 0,9. Non, je ne suis pas très à l'aise avec cette évaluation-ci. On va prendre la valeur d'entreprise sur le revenu, sur l'EBITDA. On va le prendre comme ça parce que vraiment, j'ai du mal à croire qu'on peut doubler à partir d'ici. Ce n'est pas que c'est impossible, mais avec le niveau de dette qu'on a présentement sans free cash flow, en termes de free cash flow, on produit 1 milliard. On doit rembourser juste avec ce milliard-ci. Est-ce qu'on va rembourser la dette en combien? On va rembourser la dette en combien de temps? 30 ans? Yo, c'est trop. On veut quelque chose en dessous de 10 avec les free cash flow. Et encore, ce sont des free cash flow qui sont questionnables. OK? Donc, si on prend valeur d'entreprise sur le revenu, sur l'EBITDA, Enterprise Value sur EBITDA, on prend la moyenne de cette compagnie. Comme je le rappelle ici, vous me prenez la moyenne du secteur d'activité. OK? Donc, si on prend la médiane ici, 5,2. OK? 5,2 fois l'EBITDA ici. Prenons l'EBITDA actuel.
EBITDA. OK. On a à peu près en termes de volume, la moyenne ici, on a à peu près aux alentours de... Voilà, on va prendre 7 milliards. OK. 7 fois 5,2, la moyenne à ce niveau-ci. Voilà, donc plus sur l'EBITDA. Ça donne à peu près 36 milliards. Moins la dette nette. On a une dette nette de combien? On a une dette nette ici aux alentours de 3,2. Donc, moins, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte ici? La dette nette, c'était une trentaine de milliards. Je pense que j'avais déjà eu ce chiffre ici. On va juste remonter sur la calculatrice. Alors, la dette nette ici, 50, 16, 32 milliards. Donc, moins 32. Divisé par le nombre d'actions. Et le nombre d'actions, qu'est-ce qui se passe? Il augmente. Normal, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Il me semble même qu'elle s'est même permis de racheter des actions ici. Hein. Très, très bien. Mais ça, c'est une entreprise qui est, voilà, dans un secteur d'activité assez difficile. Divisé par 0,72, 720 millions d'actions. On va le faire comme ça. Ça donne 6,11 €. Je n'achèterai pas cette compagnie à plus de 6,11 €. En fait, d'ailleurs, même si on me la vend à 1 €, il y a de fortes, $1, il y a de fortes chances que je ne l'achète pas. Parce qu'en fait, c'est la stabilité des bénéfices. Là, il n'y a pas de stabilité au niveau des bénéfices nets. Actifs tangibles, il n'y en a presque pas du tout. Et dites-vous ici que c'est une commodité, une compagnie aérienne ici, celles qui gagnent de l'argent, c'est celles qui réduisent les coûts encore et encore. Donc, comme les Ryanair, comme les Southwest Airlines. Donc, privilégier les ultra low cost moins endettés. OK? Donc, vous pouvez voir ici, est-ce qu'en termes d'estimation, ici, les années sont tendance à se tromper 55% du temps. 55% du temps. Ça veut dire ici que c'est quelque chose de très instable. Et du point de vue free cash flow, de 2013 à aujourd'hui, 1, 2, 3, on a eu des free cash flow 3 fois. 3 fois. Et vous voulez me dire qu'à partir de 2023, on en aura encore et encore jusqu'en 2026? C'est possible, hein? Mais est-ce que c'est durable? Comme je vous l'ai mentionné ici, ces entreprises-là gagnent beaucoup d'argent parce qu'il y a eu la pandémie et toutes les compagnies aériennes ont augmenté les prix. Mais est-ce que c'est durable? C'est un secteur d'activité qui aura tendance ici à revenir à ses anciennes habitudes. Parce qu'en fait, la concurrence ici est essentiellement basée sur La concurrence est essentiellement basée ici sur les prix. OK? Donc, ce n'est que mon avis. Pour moi, American Airlines, je pense que le marché a peut-être mieux à offrir. Elle ne mérite même pas une place dans n'importe quel watch. Si je l'achète en date d'aujourd'hui, je la prends, c'est ultra spéculatif. Par exemple, si je prends une entreprise comme Southwest Airlines, qui est une entreprise assez bien gérée dans le secteur, tu peux déjà remarquer qu'il y a une différence du point de vue. Prenons juste les free cash flow. Hein. Ils ont l'habitude d'avoir des free cash flow. Même ça, ces free cash flow sont instables, mais la pandémie est passée par là. Si je prends Ryanair Holding, voilà. Est-ce qu'on va avoir les datas de Ryanair Airlines? Bon, c'est assez lent. Dans tous les cas de figure, si je prends Ryanair Airlines ici, Ryanair, aussi, ici, on va le prendre comme ça. Voilà. Je regarde les free cash flow. Ici, on a on a plus de free cash flow. En moyenne, Ryanair Airlines gagne de l'argent. Ils ont l'habitude de gérer leur compagnie ici, histoire de dégager des free cash flow. Si tu veux investir sur les compagnies aériennes, investis sur les loueurs d'avions. D'accord? Ou bien sur les entreprises qui font la maintenance. Ça, ce n'est que mon avis, hein, et non un conseil d'investissement. Bon, celle-ci, on va aller la voir. C'est une compagnie financière, c'est un peu différent. Il ne faut pas la regarder. Les free cash flow, quand vous allez questionner les free cash flow ici, c'est un peu comme si vous regardez les free cash flow de URI. Il faut les ajuster par rapport à la vente des avions ici. Parce qu'en fait, c'est elle qui commande les avions et elle revend les avions après les avoir loués pendant un certain temps. C'est une sorte ici de, comment on appelle ça, de ALD, automotive, en mieux, si on peut le dire comme ça. Donc, les free cash flow actuels doivent être ajustés. Il faut aller voir, il faut enlever ici la vente de véhicules, etc. Bref, compagnie aérienne, ça dépend, oui, d'accord, mais ça dépend de laquelle. Il faut privilégier ici celles qui ont un business model basé essentiellement sur la réduction des coûts, donc les ultra low cost, ou les low cost généralement. OK? Ce n'est que mon avis, même si ces entités-là ont tendance à avoir des low cost intégrés dans leur groupe ici, mais voilà, ça reste des entités qui sont assez mal gérées dans l'ensemble. OK? Donc, je n'encouragerai personne à aller sur les compagnies aériennes autres que les ultra low cost. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ce n'est que mon avis. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Merci.